Bon, je me présente, je suis Karine Bartolo, donc je suis médecin psychiatre addictologue dans le service du professeur Lançon, à l'hôpital Sainte-Marguerite et à la Conception à Marseille, au CHU. Et donc je suis praticien hospitalier. Et je vais vous parler donc des dépendances opiacées et aux psychostimulants. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner donc quelques infos qui, à mon avis, sont particulièrement importantes quand vous êtes face à un patient qui présente une pathologie addictive. Donc, quels que soient les produits consommés, la maladie addictive se caractérise par 3 symptômes. Le sevrage en cas d'arrêt de la consommation, le craving, c'est le besoin irrépressible de consommer, et enfin la tolérance, qui décrit donc et qui arrive dans certaines circonstances de dépendance et qui est en général l'augmentation des doses au fur et à mesure de la consommation. Quand on a donc un patient qui souffre de dépendance, il y a quelque chose de très important à faire, c'est de commencer par définir la sévérité de cette dépendance. Ensuite, il faut repérer les effets collatéraux induits par cette maladie. Et enfin, garder à l'esprit les spécificités de chaque dépendance. Alors, je vous ai mis ici l'évolution qui a été faite au niveau du DSM-4 et 5. Et donc, vous allez pouvoir comprendre ce qu'il y a comme différence avec le temps. Donc, concernant les critères diagnostiques, il faut savoir que dans le DSM-4, on était surtout sur une différence entre l'abus de substances et la dépendance. Au niveau du DSM-5, ce sont des troubles qui sont entraînés par l'usage de substances et il y a quelques critères supplémentaires qui apparaissent. Par exemple, on peut donc voir apparaître la notion de craving dans le DSM-5 qui n'existait pas dans le DSM-4. Et ensuite, on fait plus référence à une notion de comportement, c'est-à-dire qu'on va évaluer le patient de manière indifférenciée en fonction des produits consommés, alors que dans le DSM-4, on était surtout sur une différence d'usage. Donc là, actuellement, c'est plutôt une différence dans le comportement. Donc je vous laisse découvrir le tableau et vous verrez quelles sont les différences importantes à garder à l'esprit. Donc le craving, le sevrage, la tolérance, et sinon tout ce dont le professeur Lançon vous a parlé dans le premier diaporama. Concernant le programme de soins en addictologie, il faut savoir que les soins les plus courants en addictologie consistent surtout en des techniques d'entretien et de psychothérapie. Donc, parmi lesquelles on peut retrouver l'entretien motivationnel, les thérapies cognitives et comportementales, les groupes d'entraide, les groupes d'information, les entretiens individuels d'évaluation et d'élaboration stratégique, et enfin, les soins de sevrage qu'on peut pratiquer soit en ambulatoire, soit en hospitalisation. Et donc, tous sont accessibles aux patients ayant des troubles liés à la consommation des substances psychoactives. Bien sûr, certains doivent être adaptés au cas patient, et en particulier lorsqu'ils sont atteints de schizophrénie ou de psychose. Alors, concernant les traitements addictolytiques qui ont des indications dans le maintien de l'abstinence, comme par exemple le naltrexone et la camprosate, ceux-ci peuvent être utilisés chez les patients comorbides. Ils n'ont pas d'interaction majeure avec la plupart des médicaments utilisés couramment en psychiatrie. Par contre, il y a un médicament qu'il faut que vous gardiez à l'esprit comme étant une contre-indication majeure à la prescription d'opiacés. Il s'agit du naltrexone. Donc une pharmacothérapie adéquate, réévaluée régulièrement en fonction de l'état clinique du patient, devra être mise en place. Donc, il est important dans ce contexte de limiter au maximum les prescriptions des médicaments potentiellement addictogènes et surtout les benzodiazépines ou les hypnotiques benzodiazépines-like, comme par exemple le zolpidem ou la zopiclone, qui doit être prescrite en tenant compte, bien évidemment, de la maladie addictive si vous avez à le faire. Donc, les modalités pratiques
et thérapeutiques qui sont utilisées en pratique courante lorsqu'un patient se présente dans nos services sont différentes. Il existe les prises en charge parallèles, donc où les pathologies sont traitées en même temps dans des centres ou dans des structures différentes. Il y a la prise en charge séquentielle, c'est-à-dire le traitement de l'une des deux pathologies qui fait suite au traitement de l'autre. Et ensuite, il y a la prise en charge intégrée, qui est donc le traitement de l'addiction et de la pathologie psychiatrique qui a lieu dans une même structure au sein d'une même équipe. Et donc, c'est celle-là qui marche. Donc, je vous laisse découvrir le reste de la diapositive, mais il faut se rappeler qu'a priori, quand il y a une équipe qui travaille dans un même lieu avec des compétences différentes, on augmente le nombre de chances de réussite d'une prise en charge addicto pour nos patients. Bien sûr, il existe des programmes spécifiques comme l'ACT, l'Assertive Community Treatment, qui inclut les entretiens motivationnels et qui sont utilisés en particulier par des sessions, par des dispositifs d'accueil pour les patients précaires et qui marchent très bien aussi. Et ensuite, ce qu'on a remarqué, c'est que la méta-analyse effectuée par rapport aux autres modalités de prise en charge n'a pas permis de mettre en évidence de différences significatives entre les prises en charge séquentielles ou parallèles en matière de psychose et de schizophrénie. Donc, rappelez-vous que c'est un domaine de recherche qui est très doté en moyens et où globalement les études sont de faible qualité. Alors, concernant la cocaïne, là je vais rentrer plus dans le vif du sujet en essayant de décrire déjà d'un point de vue pharmaco ce que représente la cocaïne. Donc il faut savoir que le temps plasmatique de la cocaïne sniffée, c'est-à-dire utilisée par voie nasale, entraîne un pic de concentration qui se situe entre 30 et 60 minutes. Elle est ensuite éliminée en quelques heures. Et si je devais vous donner une posture de réduction des risques, il faudrait, si vous avez un patient en face de vous qui fume de la cocaïne, lui signaler que le sniff plutôt que l'injection ou l'inhalation est moins nocif pour la santé, car la cocaïne fumée s'apparente à l'injection en termes de durée d'action et de délai d'action qui est très court. Et donc plus vous réduisez la durée de vie d'un produit dans le sang, et plus vous allez avoir un risque de dépendance élevé. Donc ça, c'est un principe pharmacologique en addicto qui est très simplement visible pour les opiacés ou pour les psychostimulants et qui est la règle lorsqu'on veut éliminer au maximum cette histoire de craving. Donc il y a deux types de cocaïne. Il y a la cocaïne, le chlorhydrate de cocaïne qui est la poudre blanche floconneuse et cristalline que tout le monde connaît, qui est peu soluble dans l'eau, qui a une saveur amère et qui est obtenue à partir des feuilles de coca et dans laquelle il y a évidemment de nombreux adultérants. Et puis vous avez la cocaïne basée qu'on appelle aussi le crack, qui est en fait une cocaïne mélangée avec du bicarbonate de soude ou freebase quand elle est mélangée avec de l'ammoniac. Donc l'effet est très très court, il dure à peu près, il monte en 5 secondes et il atteint un plateau en 5 à 10 minutes et tout de suite après il n'y a plus de produit dans le sang et donc la personne a très envie d'en consommer à nouveau. Donc ce qui fait la dangerosité de ce produit. Alors quelles sont les données cliniques qui sont liées à la cocaïne? Donc les gens en général ressentent une euphorie qui participe au renforcement positif et on observe une dysrégulation hédonique ou un sevrage et donc une réduction du plaisir à la suite de la prise de cocaïne, lorsqu'il n'y en a plus dans le sang, qui entraîne une dysrégulation dopaminergique, sérotoninergique et glutamatergique. Et donc une augmentation de la neurotransmission GABA entraînant ce qu'on appelle le craving à la cocaïne et ça c'est le renforcement négatif. Donc, quelles sont les conséquences cliniques de ce renforcement négatif? Eh bien, on obtient une perte de contrôle, un déni, un déficit dans la prise de décision qui est corrélé à une hypofrontalité et qui concerne les récepteurs D2.
Donc, l'administration de cocaïne avec un comportement de recherche de drogue entraîne des risques multiples d'exposition à tout un tas de choses, et en particulier aux pratiques à risque, tout simplement, en particulier sexuelles. Donc, quelles sont les complications somatiques de la prise de cocaïne? Alors, tout le monde sait qu'on a quand même des effets cardiovasculaires, avec l'apparition d'un syndrome coronarien aigu, enfin la possibilité de l'apparition d'un syndrome coronarien aigu, des troubles du rythme, une dysfonction ventriculaire gauche, des thromboses artérielles et veineuses sont peut-être la conséquence d'une prise trop importante de cocaïne. Sur le plan neurologique, on observe un accident vasculaire cérébral, ischémique ou hémorragique, et il est souvent associé à l'abaissement du seuil épileptogène. Bon, bien sûr, les conséquences infectieuses dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut avoir sur le plan respiratoire un bronchospasme avec un pneumothorax ou des hémorragies. Bien sûr, au niveau des muqueuses ARL, par le fait que la cocaïne traverse les muqueuses nasales, on va avoir une altération des muqueuses, voire du cartilage nasal. On peut avoir aussi des conséquences au niveau dermato, gynéco-obstétrical, ophtalmo et rénal. Sur le plan psychiatrique, qu'est-ce qu'on observe quand les gens consomment de la cocaïne en quantité plus ou moins importante? On peut obtenir ce qu'on appelle un état délirant aigu, qui est le tableau clinique classique de la bouffée délirante aiguë. Et ces troubles sont corrélés à un âge de début précoce, à une durée de l'intoxication, la quantité de poudre que les gens prennent, et bien sûr la voie d'administration. On peut avoir aussi, en cas de consommation excessive, des crises de paranoïa. Et quand il existe une consommation ancienne, il peut exister un sentiment d'hypervigilance à l'égard du monde extérieur, des phénomènes interprétatifs, un syndrome de dépersonnalisation, voire de déréalisation. Donc tout ça qui rentre dans le cas d'un tableau délirant paranoïaque. Donc, des éléments à prendre en compte pour définir une fois de plus la sévérité de la dépendance, clarifier les modes d'administration de la drogue, la fréquence d'administration et la durée. Alors, quels sont les comportements induits par la prise de cocaïne ou de psychostimulants d'ailleurs, ça peut se retrouver dans plusieurs cas de prise de produits. On a des gens qui présentent des compulsions et qui se mettent à rechercher le produit de manière compulsive. Bon, ça tout le monde connaît. Ça apparaît quelques minutes après les premières consommations et ça peut durer plus de 90 minutes, surtout avec la cocaïne basée. Et ça n'est pas corrélé avec l'intensité du craving, ni avec la durée et la fréquence de consommation. Le plus fréquent, c'est quand même les attaques de panique. Lors d'une prise prolongée par voie intranasale. Vous pouvez avoir aussi, c'est pas décrit là dans le diaporama, mais des trismus, des gens qui ont les mâchoires très serrées et qui peuvent quasiment plus parler. Donc bien sûr, sur le plan psychiatrique, vous avez aussi la dépression, qui est comorbide de la prise de produits, avec la présence de symptômes dépressifs sévères, et bien sûr, ce qui rend difficile le sevrage, puisque on sait que le sevrage de cocaïne peut entraîner la présence d'idées suicidaires, et ces idées suicidaires apparaissent plus fréquemment chez les gens qui ont des antécédents psychiatriques, et en particulier dépressifs. Bon, il y a une histoire entre la cocaïne et l'alcool aussi, vous imaginez bien, puisque les gens souvent sont dépendants des deux produits. Et donc, la prise en charge de l'alcool est bien sûr concomitante de celle de la cocaïne. Donc, il faut dépister les facteurs de risque de passage à l'acte, tels que les antécédents familiaux. Les abus sexuels dans l'enfance sont aussi un facteur qui doivent vous faire penser à un critère de sévérité. Vous devez aussi rechercher l'impulsivité, qui en tant que trait de personnalité représente un facteur de risque dans le développement et le maintien de la dépendance à la cocaïne et les opiacés. Les dépendants à la cocaïne et les dépendants en particulier aux opiacés et à la cocaïne sont plus impulsifs et ont un niveau de sévérité de l'addiction plus important que les sujets dépendants simples aux opiacés.
d'autant plus qu'on a une comment dire, la cocaïne se fixe à l'alcool pour produire ce qu'on appelle le cocaéthylène et qui entraîne donc une cardiotoxicité directe, hein, ainsi qu'au niveau neurologique. Donc l'augmentation de la consommation de cocaïne et de l'envie de consommer arrive très facilement lorsque les gens sont alcoolisés. Donc recrudescence du risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral. N'oubliez pas, l'alcool dans la prise de cocaïne est un facteur de rechute. Donc, en résumé, l'évaluation clinique retrace l'histoire du patient, son environnement, l'histoire de la cocaïne, les consommations associées, quelles sont les stratégies que le patient a déjà mises en place pour essayer de diminuer sa consommation, à quel âge a-t-il commencé à en prendre, quelles sont les situations à risque, est-ce que lorsqu'il est sous cocaïne, il a des rapports sexuels non protégés de manière plus fréquente. Une fois que vous avez exploré tout cela, vous faites un examen clinique complet et vous déterminez la prise en charge à mettre en place. Est-ce que j'ai en face de moi un patient qui est en période de sevrage, donc je vais évaluer sa consommation et en particulier la date de la dernière consommation. Est-ce que le craving est important? Je peux, si je veux, le noter de 0 à 10. Est-ce qu'il consomme d'autres substances, en particulier de l'alcool? Et puis finalement, enfin, et surtout, je devrais dire, est-ce que j'ai en face de moi un patient qui a une estime de lui-même suffisamment grande pour entamer un processus de sevrage? Voilà, donc je vous ai mis aussi les critères de sevrage à la cocaïne, donc fatigue, rêve intense et déplaisant, sommeil perturbé, il peut y avoir une augmentation de l'appétit, une agitation et un ralentissement psychomoteur et des symptômes qui sont à l'origine d'une souffrance cliniquement significative. Bien sûr, tous ces symptômes ne sont pas dus à une cause organique ou psychiatrique. Alors, on passe maintenant à la consommation de psychostimulants qu'on appelle les catinones. Les catinones, ça comprend la méphédrone, la 4-mec, la 3-MMC, enfin les sels de bain. Il y a beaucoup d'appellations différentes pour décrire donc des produits qui sont confectionnés dans des laboratoires sauvages, entre guillemets, en tout cas qui ne sont absolument pas référencés, qui s'achètent sur Internet et qui sont destinés à stimuler le plaisir sexuel ou l'intensité ou la durée des rencontres, on va dire, et qui entraînent une espèce d'empathie entre les différentes personnes qui l'utilisent. C'est surtout utilisé dans le milieu gay. Et le problème, c'est que ça concerne aussi, ça touche des personnes qui sont séropositives et que sous ces produits-là, ils ont tendance à avoir beaucoup de relations sexuelles qui ne sont pas protégées et qui aggravent donc un peu l'épidémie qui avait complètement disparu, en particulier dans le milieu toxicomane, pas complètement dans le milieu homosexuel, et c'est donc un facteur de risque d'augmentation du nombre de patients qui sont infectés par le VIH. Donc cette consommation-là on appelle ça les chemsex, chemical sexual produits, drugs, chemical sexual drugs. Donc la prise de produit transforme la perception du risque en diminuant l'anxiété et la conscience de soi et facilite les prises de risque. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, il faut savoir que les gens qui sont infectés par le VIH donc, ne sont pas forcément, n'en parlent pas forcément. Et donc c'est pour ça que c'est important d'essayer de comprendre les mécanismes d'utilisation de ces produits, enfin quelles sont les habitudes d'utilisation de ces produits, pour mettre en place des mesures de prévention qui vont être utiles à protéger les gens de ce type de pratique, y compris ceux qui sont séropositifs, bien sûr. Alors évidemment, lorsque ces psychostimulants sont associés à la prise d'alcool ou de cocaïne, ça aggrave encore le risque.
Et donc, on parle de risques essentiellement infectieux et bactériens, liés à certaines pratiques sexuelles. Ce sont des drogues qui peuvent s'injecter, qui s'injectent d'ailleurs la plupart du temps, ou qui s'avalent. Il y a aussi une voie péreuse qui est assez fréquente. On ne connaît pas tout hein, sur ces drogues, hein, parce qu'il y a des centaines et des centaines de variétés de produits. Enfin, disons que les plus courantes ont cette dénomination en tout cas. Et cette pratique s'appelle le slam. Donc au plan psychique, la descente d'une session de chemsex ou de slam, singulièrement si elle s'est prolongée plusieurs jours, peut être vécue douloureusement avec une grande fatigue, une déprime, des palpitations, une anxiété, des maux de tête. Et selon certains usagers, plus encore que d'autres substances, les catinones faciliteraient la capacité d'éveil, entraînant un manque de sommeil à l'origine de troubles divers. Bon, c'est un aperçu rapide de ce que peuvent être les psychostimulants, mais suffisant déjà pour que vous puissiez mesurer l'urgence à mettre en place des mesures de prévention efficaces. Concernant les psychostimulants, il y a un autre problème, et plus particulièrement dans notre région, qui existe au niveau de l'usage de drogue, c'est le méthylphénidate. Donc le méthylphénidate, c'est un produit qu'on utilise, c'est un médicament qu'on utilise chez l'enfant en particulier, et parfois chez l'adulte lorsqu'il présente un TDAH, qui est un trouble chronique de nature neuropsychiatrique, et dont vous entendrez parler à la suite de ces sessions de formation. Donc quand il n'existe pas de contre-indication à l'utilisation du méthylphénidate, c'est le traitement pharmacologique de première intention, mais il faut savoir que les réponses individuelles sont très variables, tant en ce qui concerne l'efficacité que les effets indésirables. Alors pourquoi je vous parle du méthylphénidate? Parce qu'il y a une étude qui a été faite à Marseille sur enfin, ils ont récolté les seringues usagées des patients injecteurs et ils sont allés vérifier ce qu'il y avait dans la seringue. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait énormément de psychostimulants, essentiellement de la cocaïne pour 57% d'entre elles. Après vient la buprenorphine pour 56%. Ensuite, du méthylphénidate pour 39%. Et après viennent les catinones. Voilà, donc je vous laisse regarder le tableau. Voilà pour les psychostimulants. Donc vous l'avez vu, les psychostimulants sont assez fréquents dans l'usage par voie veineuse, mais pas seulement. On retrouve aussi souvent des opiacés, et c'est donc la raison pour laquelle j'ai souhaité associer la présentation des psychostimulants avec celle des opiacés. Les monoconsommateurs, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Ou peut-être que pour l'alcool, on le retrouve encore un peu, et encore, c'est souvent associé au tabac. Les gens donc consomment plusieurs produits. Pour les drogues, enfin ce qu'on appelait avant les drogues dures, il faut savoir que c'est souvent associé avec les opiacés. Le problème qui se pose actuellement avec les opiacés, c'est qu'il y a de moins en moins d'héroïne, et donc on se retrouve face à des consommations médicamenteuses de plus en plus importantes et de consommations qui ont à voir avec la douleur. Donc on a fait des recherches en Europe et il semblerait qu'après quelques pics autour de ces 40 dernières années, les nouveaux consommateurs et consommatrices d'héroïne tendent à se faire plus rares aujourd'hui. Donc cette tendance se reflète aussi dans les données relatives aux patients traités pour la première fois en raison de problèmes liés à la consommation d'opiacés. Aux USA, par contre, on a une augmentation de l'incidence de la consommation d'héroïne qui a été constatée entre 2002 et 2011. Et cette tendance est expliquée au moins en partie par une prescription accrue de médicaments contenant des opiacés pour le traitement des douleurs chroniques, utilisation ayant facilité le risque de développer une dépendance à l'héroïne. Le problème, si vous voulez, c'est que la dépendance aux opiacés a tendance
enfin, la dépendance aux opiacés entraîne de manière assez régulière un problème d'overdose et que les Américains sont en train d'objectiver. Alors en France, on n'y est pas encore, mais c'est de ça dont on doit se méfier. Et il faut que vous sachiez que 50% des patients dépendants à l'héroïne ont des comorbidités psychiatriques et que la mortalité liée aux opioïdes est supérieure à celle liée à l'héroïne et à la cocaïne. Ça, c'est le résultat d'études qui ont mis en évidence cet aspect-là des choses. Alors, comment agit l'héroïne dans le sang? C'est une succession de pics qui sont d'assez courte durée, de quelques heures, et qui font varier donc la concentration opiacée dans le sang. Concernant la méthadone, j'ai pris l'exemple de la méthadone parce que c'est l'opiacé qui a la durée d'action la plus longue et que donc c'est celle qui a le plus de risque d'entraîner des problèmes d'overdose. Mais à côté de ça, c'est celle qui a guéri le plus de patients et qui a permis au plus grand nombre d'entre eux d'éviter de se contaminer par le virus du sida. Donc la durée d'action de la méthadone, elle varie de 24 à 36 heures. Donc il faut se méfier de l'induction, qui est la période la plus fragile, puisque le patient risque un problème de surdose lors de l'initialisation du traitement. Et il faut toujours être très prudent lors de l'initiation. C'est-à-dire qu'on commence à 30 mg au maximum, après avoir vérifié que le patient est dépendant des opiacés à l'aide d'un bilan urinaire et lui avoir pratiqué un électrocardiogramme qui élimine toute pathologie susceptible d'aggraver un problème cardiaque lors de l'initiation du traitement. Donc on augmente très progressivement, jamais plus que 10 mg par jour, et on se stabilise entre 5 et 10 mg par jour. 10 mg par jour, c'est déjà une dose moyenne, on va dire, et on se stabilise autour de 60 mg pendant une semaine, et on voit ce qui se passe. Alors, il faut bien sûr éviter la prise concomitante de benzodiazépine ou d'alcool avec la méthadone. Les relations entre la méthadone, la dose de méthadone et l'usage d'héroïne est représentée par le tableau suivant. L'héroïne s'éliminant très rapidement, on peut initialiser un traitement par méthadone lorsque sont objectivés les signes de manque à l'héroïne. L'adaptation de la posologie se fait en fonction de certains facteurs. Alors les facteurs déterminants, c'est la situation clinique du patient, l'absence de forte sédation dans les 3 à 4 heures qui suivent la prise et bien sûr l'arrêt de la consommation d'opiacés. Les facteurs influents sont les comorbidités psychiatriques, le poids des patients, les facteurs génétiques et le métabolisme, le statut sérologique pour l'hépatite C et la consommation d'alcool. Les principes de détermination de la dose de méthadone se font à l'aide de la méthadonémie, il faut garder à l'esprit qu'une méthadonémie supérieure à 800 mg nanogrammes par millilitre représente un danger pour le patient. Et vous allez vous apercevoir très rapidement, si vous vous mettez à prescrire des traitements de substitution opiacés, qu'il existe des gens qui font plutôt partie des métaboliseurs rapides. Et pour cela, il est important de fractionner le traitement. Alors, comment se passe la prise d'opiacés et quelles sont les répercussions de la prise d'opiacés au niveau du cerveau, au niveau de la neuroimagerie en tout cas, ou de la neuropharmacologie. Il existe des récepteurs spécifiques aux opiacés, donc ce sont les récepteurs mu, qu'on peut trouver également de manière au niveau périphérique et central. Et donc la méthadone étant un agoniste pur, la recherche s'oriente aujourd'hui plutôt entre une action similaire entre l'agoniste, la dépendance et le temps d'action. Donc la facilité de manipulation de ce système
allouera l'étude pharmacologique et elle est fondée sur la fonction structurelle du mécanisme de la modulation agoniste et la détermination de la façon dont les changements physiques au niveau du récepteur affectent la fonction et la signalisation de ce même récepteur. Donc au niveau de la recherche, on peut dire qu'actuellement, le problème de la dépendance aux opiacés laisse le champ à de nombreuses études dont les résultats sont pour le moins, pour l'instant, nécessiteraient en tout cas des précisions. Alors ça, c'est ce qui reflète, c'est un petit peu... j'ai mis ces photos pour que vous puissiez avoir une idée de l'étendue du champ d'action des opiacés. Donc, ils interviennent au niveau du système périphérique, dans la douleur, au niveau du système nerveux central, au niveau de l'intestin, bien sûr au niveau cérébral, dans les différentes régions, en particulier du thalamus, du noyau accumbens, de l'aire ventrale et au niveau des structures profondes, on va dire. Quelles sont les stratégies à garder à l'esprit lorsque on a un patient qui fait un mésusage d'opiacés? Donc vous avez quand même plusieurs outils dont il ne faut pas hésiter à se servir, qui sont des échelles de screening pour identifier si le patient a une tendance à surconsommer les opiacés. Et surtout, il y a une échelle qui est très utile en addicto pour les sujets qui sont dépendants des opiacés avec ou sans douleur. C'est l'échelle de manque, tout simplement, qui regroupe une vingtaine d'items et qui vous permet de spécifier si oui ou non vous avez de faire la différence entre les symptômes de manque et les symptômes psychiatriques qui pourraient entrer dans le cadre d'une pathologie spécifique. Ça, on l'a vu. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de diminuer les risques de complications. La maladie addictive, à part l'overdose, permet une prise en charge sur le long terme. Il s'agit de l'accompagnement de l'usage avant toute motivation à l'arrêt ou dans la période d'ambivalence par rapport à cet arrêt. C'est ce qu'on appelle la réduction des risques, qui n'est pas qu'une notion applicable à l'injecteur d'héroïne, même si c'est dans ce cadre qu'elle a fait preuve de son efficacité, notamment pour enrayer l'épidémie de sida en Europe, grâce à l'accès aux seringues stériles. En tabacologie, en alcoolologie aussi, consommer moins c'est mieux, et ne pas consommer n'importe comment, n'importe quand, c'est mieux aussi. Prévenir les dommages, c'est déjà prendre soin, et cela nécessite un dispositif particulier dit à bas seuil d'exigence, en tout cas proche, accessible, où l'on trouve une aide pratique et des conseils. Voilà, j'ai fini.